Mobilisation générale sur l'aéroport de Las Vegas. Le pilote d'un jet a lancé un appel de détresse à la tour de contrôle. La commande de son train d'atterrissage est coincée et l'équipage n'arrive pas à le descendre manuellement. Toute une famille du New Jersey, dont 4 enfants, ont embarqué dans cet avion. Il va falloir malgré tout se poser, une mission quasi impossible pour le pilote, comme nous l'explique Sean Parker et John Hanks, deux responsables de l'aéroport de Las Vegas. Lorsqu'un avion ne peut pas descendre son train d'atterrissage, le crash est pratiquement inévitable. Le copilote est allé parler aux passagers et leur a dit « Voilà la situation, on va devoir se poser en catastrophe, faites votre prière, faites la paix avec Dieu. Sachez que c'est peut-être la fin. » Ils se sont tous préparés au pire. L'instant est crucial, les secours sont prêts à intervenir, le pilote a mis toutes les chances de son côté en délestant ses réservoirs de tout leur carburant. Le jet touche la piste et immédiatement des flammes jaillissent sous le fuselage. J'avais le cœur serré. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Les flammes sortaient sous l'appareil. On a tous prié pour qu'ils y arrivent. Je regardais ça fixement derrière la fenêtre et je me disais, pourvu qu'ils y arrivent. Tout le monde retient son souffle, personne ne peut rien faire. L'avion continue pendant d'interminables secondes à glisser sur la piste. Enfin, il s'immobilise, mais aussitôt, une violente explosion se produit. Tout à coup, la porte située à l'avant s'ouvre et les passagers apparaissent dans son encadrement. Très rapidement, ils s'éloignent de l'appareil. Soulagement général, ils sont tous sains et saufs. Grâce au sang-froid du pilote, la catastrophe a été évitée. Demi-finale de Funnicar à Memphis, dans le Tennessee. Dans cette compétition, 2 pilotes de dragster vont s'affronter. Et le favori, c'est John Force. Depuis 10 ans, ce champion âgé de 51 ans remporte toutes les courses. C'est l'idole incontestée de toute une génération d'amateurs de sport automobile. Son adversaire aujourd'hui s'appelle Al Hoffman et c'est parti. En quelques secondes, les dragsters sont déjà à plus de 400 km/h quand soudain le moteur de John explose, ses pneus éclatent et c'est l'accident. Totalement disloqué, la voiture percute la rambarde, son châssis se désintègre. Seul le cockpit continue à glisser sur la piste et vient s'échouer sur le terre-plein, soulevant des gerbes de terre. Mais une fois la poussière dissipée, on découvre avec stupeur John sortant seul de l'épave. Quelques jours plus tard, il analyse pour nous cet accident spectaculaire. Subitement, tout s'est embrasé. C'est un peu comme si chez vous, vous mettiez la tête dans la cheminée. C'est là que j'ai des problèmes. Ma voiture chasse sur le côté à 400 km/h. Je vois mon concurrent et je me dis que je vais le percuter, que nous allons tous les deux exploser sur la rambarde. Je vais y passer, mais lui aussi. Mais les deux hommes s'en sortent tous les deux sans aucun dommage. Le dragster de John a miraculeusement évité celui d'Al, qui terminera la course sans encombre. John, lui, n'a pu compter que sur sa bonne étoile. Avant chaque course, je demande à Dieu de me laisser en vie au moins pendant 5 secondes. Le ciel, c'est son élément. Dans les airs, il sait tout faire. Rencontre avec un homme-oiseau. La vie de Dwayne Weston, c'est le base jump, un sport extrême que cet Australien pratique assidûment aux 4 coins de la planète. Mais pour éprouver encore plus de sensations, Dwayne a travaillé avec un coach, champion de gymnastique. Résultat, une nouvelle discipline qui mêle chute libre et acrobatie avant l'ouverture du parachute, une discipline à haut risque. Ce qui est le plus dangereux dans ce sport, c'est que l'on peut s'emmêler dans les lignes de son parachute lorsqu'il se déploie dans notre dos. Si cela arrive alors qu'on a la tête à l'envers, on peut se tuer. Avant de sauter, je me concentre comme n'importe quel gymnaste ou parachutiste. Je me vide totalement la tête. Je pense surtout au moment où je vais devoir ouvrir ma voile très rapidement. Ce qui est vraiment le plus extraordinaire dans le base jump acrobatique, c'est ce qu'on voit et ce qu'on ressent en tournant dans les airs le long des falaises. C'est très excitant, intense et extrême. Et justement, regardez grâce à une caméra embarquée ce que distingue Dwayne. Un champion hors du commun qui ne recule devant aucune difficulté, il pratique aussi le base jump avec un snowboard. Et pour lui, c'est presque un jeu d'enfant.
Nous sommes en Chine, dans la province de Renzhou, au sud de Shanghai, où tous les ans, à la mi-septembre, se produit un mascaret. Alors mascaret, ça vient de mascara. Mascara, ça veut dire tacheter. L'origine étymologique, ça indiquait une bête, un boeuf tacheté, très violent et impétueux. Et en fait, quand vous voyez ici la vague qui déferle, vous mesurez l'ampleur du phénomène. Le mascaret fait partie de nos traditions ancestrales, de la mythologie chinoise. Le phénomène a été raconté par nos écrivains dans des livres très anciens. Quand on est petit, on rêve d'assister et de voir un jour de près un mascaret, même si on sait que c'est très impressionnant. Alors comment et où se forme un mascaret? C'est un phénomène très simple. Ça résulte de l'affrontement entre les eaux d'une marée montante avec les eaux descendant d'une rivière. Vous avez au Canada, la baie de Fundy, parce qu'il y a 13 mètres d'amplitude. Vous avez la Severn en Angleterre, là aussi il y a de fortes amplitudes. Vous avez la Seine. La Seine a eu un mascaret terrible jusqu'il y a 30 ans, avant que l'on aménage le port du Havre. Pourquoi? Parce que j'avais de fortes amplitudes et puis j'avais un estuaire large et plat. Et ça me donnait un mascaret qui atteignait 4 à 5 mètres sur la Seine. Vous voyez la vague qui arrivait à 30 à l'heure. Et sur les rives, ça atteignait 7 mètres. La Seine est aujourd'hui à l'abri des mascarets. Ses berges ne seront plus jamais submergées par des déferlantes. Ce qui n'est pas le cas des rives de ce village chinois où l'on se presse pour vivre ça. C'est une date importante du calendrier chinois. C'est presque un jour férié. On vient de loin pour y assister, car c'est un rendez-vous de fête pour toute la famille. Par exemple, c'est l'occasion pour les jeunes de tester leur bravoure, un peu comme en Espagne lors des férias. Là, ce ne sont pas des taureaux qu'ils défient, mais ces énormes vagues. Vous avez un mur d'eau, là, apparemment, qui faisait 4 à 5 mètres de hauteur, qui se promène à 30-40 km à l'heure, donc qui va tout balayer son passage. Ça va jouer comme une avalanche, c'est une avalanche d'eau boueuse. Une eau boueuse qui provoque des ravages, bien évidemment, sur la végétation, le matériel, et qui n'épargne pas les hommes. Bien sûr, les risques sont connus, mais ils les acceptent. C'est évident, il y a des blessés. À terre, sonner. Les courageux, voire inconscients, qui n'hésitent pas à affronter le phénomène, en sortent le plus souvent indemnes. Néanmoins, quelques-uns d'entre eux prennent la direction de l'hôpital. Les autorités chinoises préviennent systématiquement de l'imminence des mascarets et rappellent les risques liés à leur puissance. Mais en aucun cas, elles n'interdisent aux populations d'assister à ce que là-bas, on considère comme un spectacle. Alors pour le prévoir, c'est donné par le calcul des marées. Donc on sait le prévoir, donc les gens sont là au rendez-vous. Alors peut-on lutter contre ça? Je dirais endiguer la rivière quand on voit l'importance de celui-là. Réponse, non. Vaut mieux laisser des soupapes de sûreté avec des terrains inondables sur les côtés. Par contre, si on drague le lit de la rivière, si on l'approfondit, à ce moment-là, vous n'aurez plus l'onde. Il serait donc possible d'enrayer les dégâts provoqués par ce phénomène. Oui, mais voilà, dans cette région du monde depuis des siècles, le mascaret demeure l'attraction de l'année. Et ici, pas question pour l'instant de toucher à la tradition. Nous sommes à La Plagne, sur l'unique piste de bobsleigh qui existe aujourd'hui en France. C'est à l'occasion des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992 qu'elle a été créée. Aujourd'hui aux manettes, un ancien pilote de l'équipe de France, Philippe Vial, accompagné de 3 coéquipiers. Accrochez-vous, c'est parti. Deux micro-caméras ont été installées sur le bob qui atteint maintenant une vitesse de 110 km/h. Comme vous le constatez, il faut avoir le cœur bien accroché et aimer les sensations fortes pour pratiquer cette discipline surnommée la Formule 1 de la glace. Le bob dévale la pente gelée d'une longueur de 1700 mètres de plus en plus vite. En compétition, il pourrait frôler les 140 km/h. Les 4 bobbers connaissent parfaitement le tracé de cette piste. Pourtant, malgré cela, avant de s'élancer, le pilote a refait mentalement la descente en visualisant chaque virage et chaque corniche. Un exercice qui lui a permis de s'en remémorer toutes les difficultés. La démonstration est terminée, 1 minute et 10 secondes viennent de s'écouler, plus d'1 minute de sensation extrême.
C'est une mission délicate pour ces gardes-côtes américains. Ils répondent à l'appel de détresse d'un cargo allemand qui navigue à plus de 330 km au large. À son bord, un homme grièvement blessé par la projection d'un container. Il faut l'évacuer d'urgence. Le mauvais temps rend le voyage chaotique, mais après 2 heures difficiles, l'hélicoptère survole enfin le bâtiment. Un bâtiment dangereusement ballotté par une mer démontée. Quand on est arrivé sur les lieux après un vol éprouvant, on a constaté que le bateau tanguait violemment. Il montait et descendait comme un bouchon. Je crois que je n'avais jamais vu cela. Les vagues prenaient d'assaut sa coque. Sa proue disparaissait presque totalement dans l'écume et l'arrière du bateau remontait vers le ciel. Tout était secoué sur le pont et parfois, on apercevait le gouvernail qui émergeait des flots. L'hélicoptère parvient tant bien que mal à se stabiliser au-dessus du navire. Aussitôt, un sauveteur amarré d'un câble descend vers le pont. Mais les rafales de vent le repoussent sans répit, l'empêchent de se poser. L'homme, pour sa propre sécurité, va devoir remonter. Le brancard du blessé va donc être hissé sans aide extérieure. Au soulagement de tous, il rejoint finalement l'hélicoptère quelques minutes plus tard. C'est une belle satisfaction quand tout se termine bien. Notre travail, c'est de sauver des vies et d'y arriver quelles que soient les conditions. Grâce à l'efficacité des secours, le blessé a été rapidement transporté à l'hôpital où il n'a passé que quelques jours de repos. Nous sommes dans la province de Manitoba, au Canada, un immense territoire parsemé de centaines de lacs. Parmi eux, le Southern Indian Lake, très fréquenté en été par tous les amateurs de sports nautiques. Et justement, c'est en virant de bord que les occupants de ce voilier repèrent cette barque tournoyant sur elle-même. Sur le côté, accrochée à la coque, une femme apparaît. L'Inuit est passé par-dessus bord et se cramponne désespérément au bateau qui ne s'arrête pas. J'avais la tête qui tournait. Ma plus grosse inquiétude, c'était que si je lâchais prise, le bateau ne me percute et que l'hélice ne me blesse. Pour aider Lee et stopper la spirale infernale dans laquelle elle est entraînée, une seule solution, monter à bord de sa barque et couper les gaz. C'est ce que va tenter David Adams, un plaisancier accouru en renfort. Il parvient à approcher son canot à moteur de la barque à la dérive et à s'accrocher sur le côté de celle-ci. Malgré la difficulté de l'entreprise et au prix d'énormes efforts, le jeune homme arrive enfin à se hisser à bord. Il n'a plus qu'à arrêter le moteur. Pour Lee, c'est la fin du cauchemar. Épuisée mais saine et sauve, elle va vite reprendre le dessus. Beaucoup de gens observaient la scène. Il y avait au moins 20 bateaux sur place et pourtant, une seule personne est venue à mon secours. Je lui en serai toute ma vie reconnaissante. Ces 2 Australiens, Jackie Addison et Russell Mitchell, sont 2 champions de sidecar. Dans leur tandem, les rôles sont clairement définis. Russell pilote la moto et Jackie est dans le panier. Dans le jargon des spécialistes, l'équipier s'appelle le singe. Sa mission, rééquilibrer la moto dans les virages. Aujourd'hui, nous sommes à Sydney où se déroule une compétition de dirt track. Sur un circuit ovale et en terre, les sidecars doivent effectuer plusieurs tours le plus rapidement possible. En combinaison verte, Jackie et Russell prennent tous les risques en atteignant une vitesse maximum et en enchaînant les virages en parfaite harmonie. Jackie doit constamment se balancer dans le panier pour que la moto reste sur sa trajectoire. Et c'est justement dans un de ces mouvements qu'elle perd l'équilibre et tombe. Le sidecar suivant ne peut l'éviter. La course est immédiatement arrêtée. Tout le monde se précipite pour secourir la jeune femme. J'ai regardé le pilote du sidecar qui nous collait de très près et j'ai voulu lui faire comprendre que j'allais lâcher. Mais ça a été trop vite. Il n'a pas pu changer de direction et il m'a roulé dessus. Russell n'a pas eu le temps de réaliser ce qui venait de se passer. Pour lui, ce n'était qu'une chute banale. Je n'ai pas vu qu'elle avait été percutée par un concurrent. J'ai simplement assisté à sa chute. C'est en voyant la vidéo plus tard que j'ai eu très peur.
Malgré la violence du choc, Jackie a pu se relever. Victime de simples contusions, elle a pourtant préféré mettre un terme à sa carrière. Nous sommes dans la Castille et Léon, une province située au nord-ouest de l'Espagne. Chaque année s'y déroule le rallye de Bessilia, une course qui attire de nombreux badauds. Massés tout le long des petites routes de montagne, ils regardent le passage des véhicules en compétition. Au volant de la voiture numéro 1, les favoris Germaine Castrillon et son copilote Estrella Vidal. Ils sont en tête à quelques kilomètres de la ligne d'arrivée quand Germaine perd le contrôle de son véhicule. Celui-ci a percuté le bas-côté, s'est renversé et a évité de justesse une spectatrice. La jeune femme se relève précipitamment pendant que plusieurs personnes accourent pour venir en aide au couple coincé dans l'épave. Parmi eux, Fernando Añeros. La voiture était couchée sur le flanc. On l'a remise sur ses 4 roues, mais il y avait une forte odeur d'essence. Fernando parvient à ouvrir la portière de la voiture quand soudain, le réservoir d'essence vient d'exploser, provoquant l'embrasement immédiat du véhicule. J'ai juste eu le temps de sortir, mais mon copilote était toujours coincé à l'intérieur. Mais en quelques secondes, Estrella est parvenue à détacher sa ceinture de sécurité. Son sang-froid lui a sauvé la vie. Ça a été un miracle. J'étais cernée par les flammes, mais j'ai quand même réussi à m'extraire rapidement. J'ai immédiatement été transportée à l'hôpital. Je n'avais que les cils et les cheveux brûlés. Maintenant, ça ne se voit plus. Aujourd'hui, le couple a repris la compétition. Ils sont associés pour le meilleur et pour le pire. Comme dans la vie, Estrella Vidal s'appelle désormais Estrella Castrillon. La Mecque de la descente, Kitzbühel. Nous sommes en Autriche sur la plus prestigieuse des pistes de descente, Hahnenkamm. La descente du Hahnenkamm, c'est plus qu'un mythe, c'est le ski alpin qui est représenté par cette descente et par cette épreuve. Je connais bon nombre de skieurs qui échangeraient toute leur carrière, des titres olympiques y compris, pour simplement une victoire sur cette piste. Et sur cette piste donc, ne s'y risquent que les plus forts. Les descendeurs, ce sont des têtes brûlées, ce sont des kamikazes. Mais attention, il ne faut pas faire d'amalgame. Ce sont également des sportifs extrêmement précis, extrêmement méticuleux. Et chaque descente qu'ils font sont toujours bien étudiées. Franck Picard, triple médaillé olympique, fait bien évidemment partie de cette tribu. Le Savoyard des saisies connaît parfaitement les conditions requises pour faire partie de ce clan. Être capable de prendre des risques et d'accepter la vitesse. Alors bien sûr, quand on est costaud et bien lourd, ça va beaucoup mieux puisqu'on a de l'inertie pour aller très très vite sur les plats. C'est le cas du Canadien Todd Brooker au départ ce jour-là de cette épreuve de Coupe du Monde. Tout se passe idéalement. Il est bien placé aux différents temps intermédiaires. Le chrono indique qu'il a déjà parcouru plus de la moitié de la piste. Lorsque tout à coup on le voit vaciller, et c'est la chute. Il arrive sur le saut du Hausberg, la visibilité n'est pas très bonne, il a une trajectoire incertaine sur ce début de dévers, et puis là il essaye de reprendre la position de recherche de vitesse, mais en faisant ça il durcit un peu ses appuis, il vient percuter un petit mouvement de terrain et une faute de quart, il perd le ski, et ensuite c'est l'enchaînement normal des choses. Quand on est à 150 km/h sur des petits skis de 12 cm de large, effectivement, ça va très vite. Et à ce moment-là, la moindre faute ne pardonne pas, évidemment. Un léger écart, une petite faute de quart, et c'est la folle dégringolade. C'est un vrai mur, on dégringole et lorsqu'on fait les reconnaissances sur cette piste, on n'arrive pas à s'arrêter sur cette portion. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller tout droit, on ne peut pas s'arrêter au milieu de cette pente et dire tiens, je vais passer ici ou là. Impossible de s'arrêter, fort heureusement. Il a depuis longtemps perdu ses skis. Il est nécessaire que les fixations agissent et sautent lorsqu'il y a une amplitude ou lorsqu'il y a un choc violent. Ce sont des capteurs qui sont à l'intérieur de la fixation. Suivant le réglage de la dureté, on a une libération du ski, ce qui permet évidemment d'éviter les fractures du genou, de la cheville, du tibia, etc. La fixation a rempli sa mission à 100%. Elle a libéré les deux pieds de Todd Brooker. Dès la deuxième cabriole, ma tête a violemment percuté le sol et je suis tombé dans les pommes. Et c'est pour cette raison qu'il dévale comme un pantin désarticulé. J'ai cru qu'à ce moment-là, tout était terminé. J'étais persuadée qu'il était soit mort, soit paralysé. Quand on voit la chute, on se demande vraiment comment il a pu s'en sortir sans rien.
parce qu'il n'a rien eu. En effet, après une rapide perte de connaissance, Todd Brooker sera conduit à l'hôpital où aucun dommage grave ne sera diagnostiqué. J'ai vu des chutes moins graves où des skieurs s'en sortaient beaucoup moins bien que moi. Moi, j'ai eu une bonne étoile et Dieu merci, aujourd'hui j'ai récupéré. C'est pour cette raison que quelques mois de repos, quelques semaines de rééducation plus tard, Todd Brooker était de nouveau au sommet des pistes l'hiver suivant. Lorsqu'on chute pour un descendeur, on n'a qu'une envie, c'est tout de suite de remonter sur les skis. Il n'y a pas de dixième d'hésitation. Tout ce qu'on veut, c'est reprendre la place où on était. On ne se rend pas compte finalement de l'importance de la blessure ou du travail qu'il faudra accomplir. On l'accomplira de toute façon. Ça fait partie de la motivation du compétiteur. Ainsi, non seulement Todd Brooker a reskié, mais en plus il a gagné à plusieurs reprises après cet accident. Cette chute n'a été qu'un épiphénomène dans sa carrière. Pittsfield, dans le Massachusetts. Un ours noir échappé de sa forêt s'est réfugié dans un des arbres du jardin de Connie Stanky. Ça a été un véritable choc pour la retraitée de découvrir cet intrus. Un ours? Non, ce n'est pas possible. Tout sauf un ours. Peu habitués à ce type d'intervention, les policiers sont pourtant contraints de passer à l'action. L'ours, lui, ne manifeste aucune émotion devant tant d'agitation. Mais pour les habitants du quartier, cette visite impromptue est une véritable attraction. Un policier vise l'animal et lui décoche une fléchette tranquillisante. Très vite, le mammifère s'endort. C'est le moment idéal pour l'approcher. Une corde est passée autour de lui. Reliée à une poulie, elle va permettre de le descendre de son promontoire. Une manœuvre délicate, car l'ours pèse plus de 100 kilos. Mission réussie. Sous les regards ravis de nombreux badauds, les secours s'emparent de l'animal désormais totalement inoffensif. Leur tâche n'est pas encore terminée. Maintenant, il va falloir ramener l'ours dans la nature, loin, très loin de la maison de Connie. Cet adorable ourson de 3 mois est élevé depuis sa naissance par Jeff et Leanne Watson. Le petit animal déborde d'affection et ses propriétaires le lui rendent bien. On aurait dit un chiot, mais ça a très vite changé. C'est tout de même un animal sauvage et il nous le rappelle souvent. Aujourd'hui, l'ours nommé Brody a 6 ans. Il pèse près d'1 tonne et debout sur ses pattes arrière, il mesure 3 mètres de haut. Mais malgré sa stature impressionnante et sa férocité naturelle, l'animal entretient toujours des relations privilégiées avec son maître. Un maître qui ne recule pas devant des baisers fougueux. On a commencé à faire ça quand il était tout petit. C'est toujours maintenant pour lui un geste d'amour. Et venant du plus gros carnivore terrestre, cette marque de tendresse reste dangereuse pour son partenaire. Mais Jeff a toute confiance en Brody, un animal suffisamment docile puisqu'aujourd'hui, il tourne pour la publicité. 42 voitures côte à côte, une barrière quasi infranchissable, et pourtant, ce cascadeur va tenter l'impossible. S'il y parvient, ce sera une première mondiale. Showtime, l'heure de l'événement. Ce jour-là aux États-Unis, c'est Ray Bowman, un cascadeur qui va essayer au volant d'une voiture de battre le record du plus long saut. 42 véhicules, 70 mètres de longueur. Les États-Unis sont un pays très friand de ce type d'activité. Le spectacle, le spectacle, le spectacle. Comment sont-ils considérés? Ma foi, ce sont de vrais stars à part entière. Et ils sont des dizaines de milliers à acclamer ces vedettes du bitume, prêts à risquer leur vie pour épater le public. Si ce ne sont pas des têtes brûlées, alors ils sont extrêmement gonflés. C'est limite kamikaze quand même. Mais pour réduire au minimum les risques, tout est minutieusement préparé. Dans la préparation d'une cascade, on rajoute dans la voiture donc un arceau de sécurité, un très gros arceau. On doit changer aussi les suspensions parce qu'on modifie le poids de la voiture, le fait de l'équiper, et quelques éléments de sécurité, style coupe-circuit, extincteur. Voilà, après avoir calculé la vitesse nécessaire, en l'occurrence 160 km/h, et surtout la hauteur à atteindre pour franchir une distance équivalente à un immeuble de 25 étages, c'est désormais arrêt de jouer. Ray certes a franchi les 42 voitures, mais à la réception, c'est l'accident. On voit la voiture qui prend son impulsion, qui saute et qui très vite, qui monte très haut, qui pique du nez,
qui se retourne à l'arrivée. C'est pas tout à fait ce qu'il avait envisagé, j'imagine. Quand je vois l'action, je me dis que déjà son véhicule est déséquilibré en l'air et n'atterrit pas comme ça, mais déjà un petit peu décalé en vrille. Je me demande jusqu'où les suspensions étaient idéales pour faire ce genre de choses. C'était pas des suspensions neuves, c'est clair, une était plus usée d'un côté que de l'autre. Et la moindre impulsion de travers s'amplifie jusqu'à un point de non-retour qui fait que c'est carton obligatoire à l'arrivée. Vitesse et hauteur atteinte, ce serait donc une suspension défectueuse qui serait à l'origine du crash. En l'air, on ne peut plus rien faire. Une fois que c'est parti, c'est parti. On peut plus ni freiner, ni diriger son véhicule, ni faire quoi que ce soit. L'impulsion est donnée, c'est un projectile. Véhicule volant non contrôlable, Ray Bowman a été contraint à un atterrissage violent. Elle part sur le toit, elle part en tonneau frontal, en tonneau par l'avant, qui est à la fois très spectaculaire et très dangereux. Lorsque vous vous élancez dans les airs à une hauteur d'environ 5 étages et que vous retombez violemment au sol, dans cette carcasse de métal, il y a véritablement une chance de vous tuer sur le coup. Et puis je vais vous dire, je savais dès le départ, au moment même où je me suis élancé sur la rampe, que quelque chose allait mal tourner. Intuition confirmée, immédiatement les secours interviennent. Ray Bowman a non seulement subi un choc extrême, mais il est désormais prisonnier de sa voiture, coincé par l'arceau de sécurité. À ce moment précis, on ignore dans quel état se trouve le cascadeur. Le pilote s'en sort vraiment très bien, il aurait pu se faire très mal, mais la cellule de survie est intacte. On voit la voiture se déchiqueter de l'avant, le moteur partir d'un côté et l'arrière se déchiqueter aussi. Mais le cascadeur est là pour faire du spectacle, il a réussi son spectacle, même si la cascade est ratée. En effet, à la surprise générale, Ray Bowman sort de son véhicule indemne. Pas la moindre égratignure, le public est aux anges, il a réussi son show. Oui, mais voilà, Ray Bowman ne rentrera pas cette fois dans la légende de la cascade. En effet, si l'Américain a bien franchi les 42 voitures, son record ne sera pas homologué. La raison, il fallait absolument que sa voiture retombe sur ses 4 roues. Corey Leclerc est un fou de vitesse et pour ce jeune Canadien, les rues et les jardins de la ville de Vancouver deviennent des pistes semées d'embûches idéales pour pratiquer son hobby, le VTT de l'extrême. Chaque maison, chaque dénivellation de terrain, chaque escalier sont des obstacles qu'il franchit avec aisance. Aussi à l'aise sur la terre que sur le bitume, ce biker urbain ne recule devant aucune difficulté. L'essentiel pour lui, c'est de passer partout le plus vite possible. Parfois, à ses risques et périls. Plaise et bosse pour lui, mais aussi pour son vélo. Mais aucune chute ne peut arrêter ce kamikaze du tout-terrain. Nous sommes en Ouganda, sur une île réservée aux chimpanzés, des chimpanzés qui n'ont pas toujours vécu ici. En effet, les membres de ce groupe ont été réintroduits récemment dans la nature après avoir connu des années de captivité et de sévices dans un cirque russe. À Moscou, ils ont eu une vie horrible. Ils ont été enlevés, battus, enfermés dans un zoo, baladés de ville en ville en Russie. Ils n'ont absolument aucune raison de montrer du respect pour les humains. Et pourtant, John McLaughlin, tous les jours, se rend sur leur territoire pour suivre les progrès de ses protégés dans leur nouvelle vie. Une intrusion de l'homme acceptée par ces grands singes, plus qu'habitués à la présence humaine. Les chimpanzés considèrent cet homme comme un autre chimpanzé, ils vont se comporter à son égard comme à l'égard d'autres chimpanzés. Mais attention, le rapport de force ne plaide pas en faveur du zoologue. À 50 kilos, cet animal est déjà 4 fois plus fort qu'un homme. Le chimpanzé, en général, c'est un athlète. C'est très puissant. C'est une mâchoire terrible, mais en plus, par rapport à l'homme, il a 4 mains. Il se sert aussi bien de ses pieds que de ses mains. Désiré Rech partage le quotidien de 12 bêtes. Il connaît donc parfaitement les règles à ne jamais enfreindre et respecte la hiérarchie du groupe. Ils ont des territoires bien définis. Et si on ne respecte pas ces territoires, on devient la proie. Et la proie aujourd'hui, ce sont les scientifiques et d'abord l'assistant de McLaughlin. Contre toute attente et alors que tout se passait idéalement, le mâle dominant, le chef de la bande, a décidé de montrer sa supériorité. Au départ, c'est un jeu, il s'excite et il y a une domination du chimpanzé qui veut prouver que c'est lui le maître, que c'est lui le chef. C'est pas une attaque de méchanceté, non. Regardez, il caresse, tout ça. C'est un dominant qui vient faire voir, c'est moi Rambo, et je suis là, je me présente, et c'est tout. Après un rapide mais violent corps à corps, l'assistant du zoologue a réussi à calmer le chimpanzé, momentanément.
Car voilà, le singe est toujours en colère et cette fois, il va s'en prendre à John. Ce qui peut paraître comme une attaque est en fait une part d'intimidation, une tentative de ce chimpanzé de montrer sa force, sa supériorité à l'homme, sans qu'on puisse parler vraiment d'une attaque agressive. Une démonstration de force qui n'a fort heureusement tourné qu'au duel entre un homme et un singe, un seul. Les autres ne bougent pas, ils regardent. Si vraiment c'était des animaux méchants, tous les chimpanzés auraient sauté dessus. Hein. Si à la place de l'homme se trouvait par exemple une panthère, les autres chimpanzés auraient agi tout à fait différemment. Ils auraient tous attaqué. Face à cette adversité, seul salut pour le zoologue, l'eau. Finalement, John McLaughlin a été mordu au visage et blessé à la main. C'est une petite morsure qu'il a. Hein. C'est insignifiant. Un chimpanzé, s'il prend, il enlève la main, il coupe la main. Ça a une puissance dans la mâchoire, c'est incroyable. Alors justement, après un face-à-face aussi musclé, John retournera-t-il au contact des chimpanzés? À partir du moment où l'animal a déjà marqué un point, la situation de cet homme risque d'être de plus en plus difficile et peut-être il vaudrait mieux qu'il évite de monter sur l'île. Pourtant, John McLaughlin n'a aucunement renoncé. Malgré la frayeur et le traumatisme, le scientifique, quelques jours à peine après cette mésaventure, est retourné sur l'île auprès de ces bêtes qui généralement sont si paisibles, si dociles, si sociables, la tendresse même. Mais attention, ne l'oublions jamais, un chimpanzé est d'abord et avant tout une bête sauvage. Une autoroute californienne est entièrement bloquée par un semi-remorque couché en plein milieu de la chaussée. Les pompiers sont déjà sur place. Leur mission, dégager au plus vite le véhicule pour rétablir la circulation. Mais en pleine manœuvre, ils découvrent avec stupeur qu'il y a une voiture coincée sous la remorque. On sait qu'il y a quelqu'un dans le véhicule. Il faut qu'on arrive à relever le camion pour le dégager, mais il y a 9 tonnes de matériel dedans. On est en train de réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire le plus rapidement possible. En tout cas, la victime est consciente. On sait que c'est un homme, même si on ne le voit pas. Une grue est arrivée à son tour sur les lieux de l'accident. Mais une première tentative prouve qu'elle est incapable de soulever la remorque trop lourdement chargée. Seule solution, vider le camion de sa cargaison. Considérablement allégée, la remorque peut désormais être relevée. Après l'avoir solidement entourée avec des chaînes, le grutier passe à l'action. Et la voiture apparaît enfin. Les secouristes découvrent avec soulagement que son conducteur semble indemne. Miraculeusement, malgré la violence du choc et malgré l'énorme poids qu'il a dû supporter, le véhicule, bien que totalement écrasé, paraît avoir protégé le jeune homme. Mais l'amas de tôle le retient prisonnier. Et les pompiers ne parviennent pas à ouvrir la portière. Il va leur falloir la découper pour libérer la victime. Quelques secondes de travail et c'est chose faite. Incroyable, le jeune homme n'a même pas besoin d'aide pour s'extraire de la carcasse. Il sort sans aucune égratignure de ce terrible accident. Une semaine plus tard, totalement remis de ses émotions, il nous raconte comment il a vécu cette longue épreuve. Je n'ai rien senti, je n'ai même pas paniqué. C'est comme s'il ne s'était rien passé, sauf que j'étais dans le noir. J'ai tout de suite vu que je pouvais bouger mes mains et mes pieds, et j'ai compris que ça allait. Je suis très reconnaissant aux pompiers de m'avoir sorti de là, car tout seul, c'est évident, je ne m'en serais jamais sorti. Piste de Farmington dans le Missouri. Comme tous les week-ends, se déroule une course de sprint car. Ces étranges voitures, parentes éloignées des cartes, sont très puissantes et leurs pilotes sont surtout appréciés pour leur qualité de showman. Leur but, arriver en tête après 30 tours de piste. Et pour cela, il faut pousser son moteur au maximum sans trop se soucier de ses concurrents. Et voilà justement ce qui peut arriver. À 160 km/h, la voiture de Sean King est partie en tonneau et a terminé sa course contre la rambarde de sécurité. C'est à ce moment-là que j'ai vu le mur en béton. Je l'ai percuté de plein fouet et mon casque a éclaté. Je n'ai eu qu'un traumatisme crânien et je n'ai passé que 2 jours à l'hôpital. Plus de peur que de mal pour ce pilote chevronné qui très vite a reconstruit une nouvelle voiture. C'est à son volant qu'il a remporté 1 mois plus tard une course prestigieuse en Californie.
Le offshore, la Formule 1 des mers, ces bolides peuvent atteindre les 300 km/h. Mais comme en compétition automobile, il existe plusieurs catégories. Là, nous sommes aux États-Unis en compagnie d'un équipage composé de 2 cousins passionnés de vitesse qui s'apprêtent à disputer une course amateur. C'est pas professionnel, ça reste encore une catégorie qui peut se disputer entre amis ou en tout cas dans un large public. La puissance, elle peut aller de 150 à 500 chevaux. Pour des bateaux de moins de 10 mètres et des vitesses maximales de 150 km/h. Pour vous faire une idée, 150 km/h sur l'eau, c'est presque 300 km/h sur une route. Le départ est donné, nos 2 cousins ont décidé aujourd'hui de tout tenter pour arracher la victoire. Seule consigne donc, aller à fond, tout le temps. Les commandes sont donc séparées et ça nécessite une grande coordination entre les 2 pilotes. Un qui s'occupe de la direction et un autre qui s'occupe des gaz. Et l'entente est parfaite, nos 2 concurrents sont en tête. À pleine puissance, le bateau avale la rivière Hudson à New York. La ligne d'arrivée est maintenant en vue, une dernière accélération, un dernier virage, et c'est le sacre lorsque tout à coup... Éjection à 150 km/h, explication. On voit que le pilote est quasiment à fond, les manettes toujours à fond. Il amorce un virage et c'est là que le bateau part légèrement de l'arrière. Il contrebraque pour éviter sûrement un début de tête à queue et c'est à ce moment-là qu'ils sont éjectés. Si ces 2 pilotes se retrouvent aussi brutalement à l'eau, c'est que le bateau part, il me semble, trop vite dans un virage, ce qui pourrait être une petite erreur de pilotage. On a beaucoup trop poussé le bateau et on a décollé. Tout s'est passé très vite. Je me souviens simplement d'être sorti de l'eau et d'avoir cherché mon cousin. Une faute de pilotage donc aux effets fulgurants et dévastateurs. C'est très brutal, effectivement, c'est comme une voiture qui s'arrêterait sur un mur. Alors justement, comment se fait-il que ces pilotes ne soient pas équipés de harnais de sécurité ? On voit que les pilotes n'ont pas de harnais, ne sont pas retenus dans le bateau et c'est préférable parce que ce type d'accident, là ça se passe très bien, mais le bateau aurait pu continuer dans un tête à queue, voire se retourner. Et à ce moment-là, les pilotes auraient été assommés par le choc et seraient restés coincés sous le bateau, attachés avec leur ceinture de sécurité. En un mot, l'éjection a donc été leur salut, mais pas seulement. C'est sûrement comme si vous sautiez d'un immeuble de 10 étages, mais c'est aussi une sensation de liberté incroyable. Vous volez dans les airs. Mais après avoir volé, il faut atterrir. Atterrissage forcé, mais pas forcément risqué. Ils atterrissent sur l'eau, d'abord ils n'atterrissent pas à 150 km/h, ils sont légèrement freinés. Ce n'est pas une vitesse extrêmement importante pour qu'ils soient très choqués. C'est presque un skieur nautique, un peu plus vite qu'un skieur nautique qui tombe. Mais attention, désormais dans l'eau, un autre danger menace. On a vite réalisé qu'on était dans l'eau et on a essayé d'en sortir aussi vite que possible, car les bateaux arrivaient. En effet, les concurrents n'ont pas interrompu leur course. Il y a donc urgence, il faut retrouver ses esprits et remonter au plus vite sur le bateau qui, grâce à un coupe-circuit, s'était arrêté instantanément. C'est fait, quelques secondes à peine après l'éjection, ils sont de nouveau à bord, déçus d'avoir perdu, mais heureux d'être toujours en vie, sans la moindre égratignure. Ces 2 hommes sont des amoureux du parachutisme. Ils consacrent tout leur loisir à leur passion et ce jour-là, ils décollent d'un petit aérodrome de Richmond. Objectif, réaliser en couple une figure en plein ciel. Jamie Newton se positionne à la porte de l'avion. Et c'est le grand saut. Quelques secondes plus tard, c'est au tour de Bruce Phillips de s'élancer dans le vide. Il doit maintenant rejoindre son partenaire et s'accrocher au-dessus de son parachute. Mais il s'approche beaucoup trop vite de Jamie. Et c'est la catastrophe. Bruce a heurté violemment la voilure et s'est totalement emmêlé dans ses attaches. Les 2 hommes chutent inexorablement vers le sol qui se rapproche. C'est incroyable. Tout a tellement été rapide. J'ai cru que je pourrais éviter son parachute, mais non. Je suis passé au travers et j'étais tellement coincé que je ne pouvais même pas bouger un petit doigt. Mais Jamie parvient à détacher son parachute principal et à ouvrir celui de secours. J'ai senti que son parachute se détendait et j'ai pu commencer à m'en libérer. Il était enroulé autour de ma tête et m'aveuglait totalement. Une fois que j'ai pu y voir clair, je me suis rendu compte que mon parachute était bien déployé et je me suis dit, c'est bon. Quant à Jamie, il est désormais sorti d'affaire. Dans ces circonstances, on n'a pas le temps de paniquer. On doit contrôler ses réactions. L'espace de 2 secondes, je me suis retrouvé en chute libre et c'était un saut comme un autre. Et une fois mon parachute de secours ouvert, j'ai quand même eu un sentiment de libération.
Le parachutiste atterrit sans encombre, mais Bruce, lui, a toujours des problèmes. Il essaie de contrôler sa chute, mais il a toujours la voilure de Jamie enroulée autour de son corps. Mais au grand soulagement de son camarade, il touche à son tour la terre ferme. Est-ce que ça va? Et toi, comment vas-tu? Tout va bien. Et en plus, tu m'as ramené mon parachute. J'ai vraiment eu peur. Et les deux hommes ne sont pas découragés, ils espèrent bien réaliser un jour cette fameuse figure. Finalement, c'est peut-être mieux à deux, hein. Cela dit, il n'y a pas d'âge pour s'offrir un baptême en parachute. Il suffit d'avoir le cœur solide, une sérieuse envie de sauter et surtout d'être bien encadré. C'est un grand jour dans la longue vie de William Proctor. Aujourd'hui, il a 100 ans. Pour célébrer dignement cet événement marquant, cet Américain de British Columbia, dans le Vermont, a décidé de réaliser un vieux rêve, sauter en parachute. Soutenu par toute sa famille et en compagnie de son instructeur, Tony Kearns, le vieux monsieur s'installe dans l'avion et c'est parti. Pendant que l'appareil s'élève à 3657 mètres d'altitude, William semble savourer à l'avance ce moment tant attendu. Dernière recommandation, et c'est le grand saut. Une caméra placée sur un autre parachutiste immortalise cette chute libre. Harnaché à son instructeur, le centenaire jouit intensément de ces instants privilégiés. Mais l'aventure prend déjà fin. Une aventure inoubliable. Je peux vous dire que c'était incroyable. Cela restera gravé dans ma mémoire à jamais. Et pour Tony aussi, il n'avait jamais eu comme élève un arrière-grand-père. Au moins pendant 1 an pour être tout à fait sûr de sa guérison. Une longue année de soins intensifs, un parcours semé d'embûches avant de retrouver son milieu naturel, les eaux du golfe du Mexique. Cette tortue-là, nous l'espérons, aura la même chance que cet autre pensionnaire, opéré 6 mois plus tôt et qui aujourd'hui retrouve enfin la liberté. Nous sommes à Barcelone, un festival de musique est aujourd'hui organisé dans la capitale de la Catalogne et plusieurs attractions animent le centre-ville. L'une d'elles, c'est l'envol d'une montgolfière sous les yeux de nombreux badauds. Le dirigeable décolle, mais il ne peut s'élever que de quelques mètres. Une bourrasque de vent le projette sur la façade d'un immeuble. La conséquence de cette collision est dramatique. La toile du ballon se déchire, mais malgré cet handicap, la montgolfière continue à prendre de l'altitude pendant quelques secondes. Mais très vite, elle retombe et vient s'affaler totalement contre le bâtiment qui la retient désormais prisonnière. Dans la nacelle, les aérostiers se cramponnent et ne peuvent faire rien d'autre qu'attendre. Après plusieurs secousses, le ballon semble s'immobiliser enfin. Pour les deux hommes, il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut qu'ils abandonnent au plus vite leur panier. À tout moment, ils peuvent être précipités vers le sol, car leur équilibre est précaire. Fort heureusement, la nacelle est bloquée juste à la hauteur d'une fenêtre. L'un des aérostiers enjambe sans problème la rambarde. Quant au second, il va lui falloir de longues minutes avant de pouvoir se réfugier à son tour sur ce promontoire improvisé. Ils sont maintenant en sécurité et n'ont plus désormais qu'à espérer la prochaine arrivée du propriétaire des lieux. Soulagés, ils saluent la foule dont ils sont devenus, bien malgré eux, les héros du jour.
Nous sommes à Eagle River, dans le Wisconsin, aux États-Unis, au départ de la traditionnelle course annuelle de motoneige. Ce sont des moteurs de temps de 125 à 900 cm3 qui propulsent une chenille qui permet à l'engin de se déplacer. Au niveau directionnel, on a un guidon comme une moto, un accélérateur à droite, un frein à gauche. Et ensuite, sur l'action du guidon, permet de tourner des skis et de se diriger. Né au début des années 20 en Amérique du Nord, le scooter des neiges sert initialement à se déplacer. Aujourd'hui utilisé pour les secours sur piste, la maintenance des remontées mécaniques ou encore le loisir, cet engin aux États-Unis et au Canada peut également servir de bolide de compétition. Tout ce qui concerne la compétition, c'est des engins beaucoup plus pointus, beaucoup plus performants, plus légers, plus puissants. Qui atteignent des vitesses de plus de 150 km/h. Et puis surtout sur des très courtes distances. En quelques mètres, on est au-delà de 100 km/h. Tous pilotes professionnels, ces inconditionnels de vitesse disputent une épreuve en circuit fermé, jalonné de bosses. Passer une bosse à grande vitesse, gérer l'atterrissage et repartir sur une autre, c'est quand même physiquement très éprouvant. Et techniquement, à grande vitesse, difficile. Et justement, la course touche à sa fin. Les pilotes sont sur leur scooter depuis de très longues minutes déjà. Aussi, la fatigue se fait désormais vraiment sentir. Épuisés mais déterminés, les coureurs avalent comme ils peuvent les derniers obstacles. Lorsque tout à coup, ce compétiteur-là, Brad Peck, va connaître une fin d'épreuve très mouvementée. Le pilote négocie mal la bosse, il ne l'amortit pas, il reste un petit peu trop au contact de la selle, ce qui fait qu'il est éjecté. Et là, il passe par-dessus, et pas de chance, il y a une autre machine qui arrive avec visiblement pas plus de pilotes dessus. Et il se fait percuter une deuxième fois. Mais pourquoi Brad se fait-il faucher ainsi? Que fait le pilote du scooter fou? Il n'est plus sur sa machine non plus, donc il a du mal vraiment à pouvoir freiner et piloter. Je pense qu'il avait déjà dû aussi avoir un petit problème sur la bosse. On s'aperçoit que le pilote, il est traîné derrière sa machine. Hop, on voit deux pieds qui dépassent de la neige. Lui, il s'est fait jeter de la même manière, mais il a réussi à rattraper du bout des doigts son pare-choc. Impossible donc dans ces conditions d'éviter Brad. D'ailleurs, même si son poursuivant était resté en selle, le choc aurait été certainement inévitable. On peut actionner le frein immédiatement, bloquer la chenille assez rapidement, mais le problème, on est sur de la neige. Il y a un temps d'inertie qui est relativement long. Arrêter la machine instantanément, c'est quasiment impossible. À 150 km/h, on veut s'arrêter rapidement, il faut au moins 50 mètres. Une bosse fatale donc aux deux pilotes qui se relèveront instantanément et s'en sortiront sans aucun dommage grave. Mes jambes me brûlaient. Je ne savais pas si elles étaient cassées. Dans ce genre de situation, vous avez une montée d'adrénaline, vous voulez vous sortir de là. Et en un seul morceau. Heureusement pour lui, il voit arriver la machine et il se fait heurter sur le côté. Chose qu'il arrive un petit peu à anticiper. Ça le propulse dans les airs, mais on va dire que le choc n'a pas vraiment été violent. Un choc qui ne l'a donc absolument pas dissuadé de remonter en selle. Quelques jours à peine après cet accident, Brad était de nouveau au départ d'une compétition de scooter des neiges. Cagnotias, au Texas. Alors que des ouvriers travaillent sur un chantier, ils croient entendre des gémissements qui sortent de la terre. Intrigués, Robert Williams et ses collègues commencent à creuser cet énorme monticule. Après quelques coups de pelle, ils découvrent le museau d'une petite chienne enfouie dans le sol. Une seule explication à cette situation pour le moins insolite. L'animal a dû s'enfoncer dans un terrier et la terre, en s'affaissant, l'a totalement recouverte. Plusieurs minutes d'effort et les pattes du chien sont enfin dégagées, puis son corps tout entier. À la grande satisfaction de ses sauveteurs, et malgré sa pénible mésaventure, l'animal est indemne. Mais personne ne s'est présenté pour le récupérer. Une grande chaîne de télévision a décidé d'intervenir en racontant cette histoire. Une histoire qui a ému Cindy Bailey et son fils. Il m'a dit « Maman, regarde ce chien ». Et je lui ai répondu « Oui, c'est triste ». Il a continué « Tu ne le trouves pas adorable? Tu ne voudrais pas qu'on l'adopte ?» Et moi j'ai décidé que oui, on pouvait essayer. Cindy et son mari Dave sont immédiatement allés chercher la petite chienne. Aujourd'hui, cette dernière nommée Brandy coule des jours heureux dans sa nouvelle famille. Une brutale montée des eaux a coupé une piste d'El Paso au Texas. À la place d'un rue paisible, il y a maintenant un véritable torrent. Un riverain filme le spectacle de la nature déchaînée lorsqu'une voiture surgit. Et à sa grande stupeur, elle s'engage dans l'eau, elle franchit les premiers mètres, mais très vite, elle se retrouve dangereusement ballottée dans les remous. Malgré les efforts de son conducteur, elle devient totalement incontrôlable, emportée par le courant. L'avant du véhicule plonge dans les flots, l'eau pénètre par les vitres ouvertes et la voiture coule inexorablement. Ces deux passagers risquent la noyade. Les témoins assistent impuissants à cette scène tragique.
Alors qu'un des occupants est parvenu à ouvrir la portière avant, l'épave se retourne brutalement. Les deux hommes paraissent perdus, mais au soulagement général, l'un d'eux réapparaît. Il parvient à se maintenir à la surface. C'est à ce moment-là que les secours arrivent sur le lieu du naufrage. Mais le conducteur a déjà réussi à regagner la terre ferme. Son compagnon le rejoint quelques secondes plus tard. Les pompiers n'ont plus qu'à constater que ces deux inconscients ont eu une chance insolente. Les perchistes sont considérés comme de véritables Apollons. Le plus célèbre d'entre eux, Sergueï Boubka, détient le record du monde avec 6,14 m. Aujourd'hui, la perche est une discipline olympique pratiquée dans plus de 100 pays. Mais à l'origine, il n'était pas question de sport ni de compétition. Cette discipline a été créée en fait à la base par des bergers pour sauter les ruisseaux. Ils se servaient de bâtons. Depuis, le saut à la perche a considérablement évolué et en premier lieu, le matériel. On a toujours cherché à prendre des leviers plus importants. Et c'est ce qui a donné l'évolution des matériaux qui composaient la perche. En bois, on avait des perches de 3,20 m, 3,30 m. Ensuite, on a trouvé le bambou et puis le métal, qui était à peu près similaire au bambou. Et enfin, la fibre de verre, par ses facultés de flexion, a permis d'avoir une évolution du levier énorme. Et c'est avec une longueur de perche désormais de plus de 5 mètres que les athlètes tentent de franchir des hauteurs vertigineuses. Il faut être au pied du sautoir pour se rendre compte de ce que représente la hauteur à franchir. Et c'est vrai que lorsqu'on parle des 6 mètres, c'est un deuxième étage dans un immeuble, c'est important. Voilà 6 mètres. Cette barre mythique des 6 mètres, l'Américain Mark Stallman rêve de la franchir. Concentration, préparation, course d'élan, et puis, c'est l'accident. Il a une bonne mise en action, donc il prend beaucoup de vitesse. À partir du moment où sa vitesse horizontale passe en vitesse verticale, ici, voilà, il y a une grande phase de tension. Et à partir du moment où l'énergie commence à le restituer, la perche casse car elle est trop en tension. Un athlète choisit sa perche en fonction de son poids, sa vitesse et sa forme. Marc, ce jour-là à Boston, a peut-être commis une erreur dans la sélection de son matériel. Chaque perchiste possède dans son sac un certain nombre de perches. Alors, le perchiste, lorsqu'il choisit la perche qu'il va utiliser, peut se tromper. Il n'est pas à l'abri de ce genre d'erreur. S'il prend une perche trop souple, elle va inévitablement éclater. Alors, mauvais choix de perche, faute d'appréciation, mais pas seulement. Elles peuvent aussi éclater parce que le sauteur a été imprudent dans le maniement de sa perche, c'est-à-dire qu'on doit en prendre soin. Si elle a une petite entaille due à un caillou, lorsque la chute est due à un petit coup de pointe, eh bien, c'est un endroit de faiblesse qui risque de la faire éclater. Impossible donc d'être formel sur les causes de cet accident, mais le résultat est là, Marc est en sang sur le tapis de réception. La dernière chose que j'ai entendue, c'est la perche qui s'est cassée. Un morceau a percuté ma joue. Vous pouvez voir la cicatrice. C'est là que le bout de fibre de verre est rentré en cassant l'os et déchirant les muscles. Un perchiste qui a du métier doit avoir cassé plusieurs perches dans sa carrière. Il faut connaître cette impression désagréable de vide. L'accident survenu à Marc est donc relativement fréquent, une sorte de tradition, de rituel qui fait partie du métier. Mais attention, pas question de s'arrêter sur une sensation pareille. Sur le plan psychologique, cet incident est traumatisant. C'est une des raisons pour laquelle, lorsque ça arrive, et s'il n'y a pas de conséquences graves, eh bien, on demande au sauteur de repartir en bout de piste avec une autre perche et de refaire un saut. C'est exactement ce qu'a fait Marc, pas instantanément bien sûr, mais après quelques points de suture et quelques semaines de repos, le perchiste américain retrouvait le sautoir, déterminé un jour à franchir les 6 mètres. Nous sommes au nord de l'Argentine, près de Chilecito, ville où étaient autrefois exploitées des mines d'or. Aujourd'hui, cette activité a disparu et les bennes qui transportaient le minerai d'un versant à l'autre de la montagne ne sont plus utilisées que par les touristes. Un moyen de transport insolite, mais peu sûr. La preuve, depuis 2 heures, Domingo Gomez et sa fille sont immobilisés au-dessus du vide. Leur benne n'est plus reliée au câble que par un seul montant. Demetrio Vargas décide immédiatement de se porter à leur secours. Il n'y a qu'une seule solution, prendre une autre benne et se positionner face à eux. Je savais qu'il fallait que je me rapproche le plus possible pour pouvoir les secourir. Demetrio lance une corde à Eliana, la petite fille qui la noue fermement autour de sa taille. Après quelques moments d'hésitation, encouragée par son père et par les témoins de la scène, l'enfant s'élance dans le vide.
la seule force de ses bras, Demetrio Vargas parvient lentement à la remonter. Enfin, elle est en sécurité. Lorsque j'ai rejoint Demetrio, j'étais soulagée, mais aussi très angoissée, car je ne savais pas comment mon père allait se sortir de là. Impossible pour Domingo de se réfugier dans la même benne. Il ne peut compter que sur lui, que sur son seul courage. Grâce à une poulie reliée à une corde passée entre ses jambes, il se laisse glisser jusqu'au bord du précipice. Quelques secondes interminables, et à son tour, il est enfin sauvé. 60 secondes pour battre un record, c'est le défi lancé par cet homme, Rob Hansit, un champion de taekwondo. Un défi pour une bonne cause, récolter de l'argent destiné à la recherche contre le cancer. Sous les yeux d'une nombreuse assistance, Rob va devoir casser à main nue 300 planches de bois. Et c'est parti. Épaisses de 3 cm, les planches sont empilées par groupe de 5. Pour les briser, Rob utilise la force de ses poings, mais il doit être aussi totalement concentré. Une grande maîtrise qu'il a acquise au cours de ses années de pratique de cet art martial coréen proche du karaté japonais et du kung-fu chinois. Rob se déplace rapidement dans un périmètre étroit délimité par des parpaings porteurs des planchettes. Chaque fois qu'il est parvenu à fendre une pile de bois, ses assistants la remplacent. Le temps s'écoule, les spectateurs encouragent le champion qui, malgré la pression de l'enjeu, ne montre aucun signe de fatigue. Dernière seconde, dernier effort, et c'est gagné. Rob a brisé 294 planches, 29 de plus que l'ancien record. Mais son plus bel exploit, c'est d'avoir remis $3 000 à la recherche contre le cancer. En Floride, Bill Robb est une célébrité locale. Cet Américain de 52 ans est considéré comme un sauveur par de nombreux habitants. Sa mission, récupérer tous les alligators qui pullulent dans cette région et qui envahissent parfois des zones urbaines. Sur les parkings, à la sortie des égouts, dans les jardins des villas, de taille modeste comme de grande taille, les sauriens sont toujours indésirables. Leur capture est une activité de spécialistes, une activité à haut risque. Tout le monde me dit que j'ai un métier dangereux, mais il y a un tas d'autres jobs qu'ils sont aussi. C'est vrai que j'ai déjà eu les doigts ou la main tout entière coincés dans la gueule d'un alligator, mais il n'a jamais pu m'emmener avec lui dans l'eau ou m'entraîner dans sa sacrée roulade pour me briser les os ou quelque chose du même genre. Mais Bill est bien conscient des risques qu'il encourt et pourtant, malgré eux, il ne recule devant aucune intervention. Des interventions toujours plus nombreuses. En Floride, il y a environ 2 millions d'alligators, soit un saurien pour 7 habitants. Nous sommes le 1er juillet 1986. Ces deux Français, Dominique Jacquet et Jean-Pascal Auron, se préparent pour tenter d'établir un record inédit. Leur défi, atterrir en parachute au sommet du Mont Blanc, le plus haut massif d'Europe occidentale qui culmine à 4808 mètres. Un an de préparation et plus de 300 sauts ont été nécessaires pour tester le matériel. À cette époque, la voile d'un parachute ne résistait pas à la pression atmosphérique à partir de 3000 mètres d'altitude. Mais il y a d'autres facteurs de risque difficiles à anticiper, le vent, mais aussi le manque d'oxygène. L'hélicoptère vient d'atteindre l'altitude de largage idéal, 6100 mètres. C'est parti, Dominique Jacquet s'élance en premier. Après 5 secondes de chute libre, 5 secondes à 350 km/h, il ouvre sa voile. Un choc d'une violence inouïe. Quelques secondes plus tard, son acolyte Jean-Pascal Auron l'imite. Il est confronté à son tour à des conditions extrêmes. Une température entre autres à moins 45 degrés, une longue descente pour lui aussi. Au sommet, les 3 caméras ont gelé. Seul l'objectif installé dans l'hélicoptère permet de suivre les évolutions des parachutes. Le sommet se rapproche. Toute l'équipe retient son souffle. Jacquet atterrit, mais il se blesse à l'épaule. Auron arrive juste derrière. Ils ont gagné. Ils ont réussi leur pari. C'est une première mondiale. Ce record aujourd'hui n'a toujours pas été battu.
C'est un travail inhabituel pour ces pompiers de Los Angeles. Ils doivent sauver Moother, un chat coincé à l'intérieur de ce mur de parking. Et pour l'atteindre, il faut dégager les moellons à la perceuse. Traumatisant pour le malheureux animal. Ça s'est révélé vraiment difficile. On n'a pas trop l'habitude des chats. Il était tombé très profondément à l'intérieur de ce mur en construction. Il a fallu creuser et creuser encore. Le trou était de plus en plus étroit. Ça n'a pas été un sauvetage simple. Moother est non seulement terrorisé par le vacarme qui l'entoure, mais aussi définitivement anéanti par ce qu'il doit subir. Une aspersion d'eau savonneuse pour l'aider à glisser hors de son piège. Et sa réaction ne se fait pas attendre. Encore un peu de liquide, un dernier miaulement désespéré, et c'est la liberté. Le chat en piteux état doit encore supporter un éprouvant nettoyage, punition suprême pour un animal qui, paraît-il, déteste l'eau.